En fait, c'est à la suite d'une discussion avec un ami, salut Marc, qui est membre du Bloc Identitaire, enfin qui était à l'époque membre du Bloc Identitaire, je ne sais pas s'il y est toujours. Et tout simplement, j'ai commencé à écrire pour essayer de répondre, à lui donner mon point de vue, puis de fil en aiguille, ben, ça a fini par faire, un peu comme C'est Franc, une série de longs articles de blog qui pouvaient vaguement être réunis pour faire un truc qui ressemblait un peu à un livre, quoi. Voilà, ça s'est fait comme ça. Est-ce qu'on peut être racialiste? Je crois que c'était le point de départ. C'était il y a 6 ans. Mais qu'est-ce que c'est que le racialisme et est-ce que c'est une posture intellectuellement défendable? Je crois que c'était comme ça. Je crois que c'est comme ça que le débat a commencé. Et alors moi j'avais envie de traiter cette question-là en plus pour une raison évidente, c'est que c'est une question interdite. Alors dès qu'un truc est interdit, forcément vous avez envie de le faire. Et c'est mal vu de parler de ça. Je veux dire, même simplement intituler le bouquin La question raciale, quoi. Ça la provoque. Bon. Mais c'est pour ça que c'était drôle, quoi. Donc voilà, ça aussi, ça rentrait en ligne de compte indiscutablement, quoi. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai eu pas mal de discussions avec des gens sur la question raciale, sur le bouquin. Je n'ai eu aucun retour négatif de personne d'une autre race que la mienne. Aucun. Aucun. J'ai discuté avec des Noirs, j'ai discuté avec des Caucasiens extra-européens, des Sémites, des Arabes si vous préférez. J'ai discuté avec des Asiatiques, aucun problème. Par contre, j'ai eu droit à quelques emails assez comiques comment dire, de gauchistes que je situe antifa de service sur le thème oui, ton bouquin s'appelle La question raciale, donc automatiquement tu es un nazi. Je me souviens d'ailleurs avoir vu un article sur un blog à propos de, entre guillemets, Michel Drac, ce faf, je crois, c'était ça, qui a écrit un bouquin qui s'appelait La question raciale. Et je m'étais amusé de façon assez perverse à aller dire au mec sans lui dire qui j'étais. Vous savez que dans le livre, le gars dit ce que vous dites. Hein. Mais les mecs ont un tel besoin de traiter l'autre de raciste qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que forcément ils doivent avoir un problème avec ça. Enfin, je veux dire, normalement, une personne normalement constituée n'a pas besoin d'atteindre le point Godwin dès la première phrase d'une conversation. Eux, si. Ce genre de mec, si. Moi, on ne m'ôtera pas de l'idée que pour avoir tellement besoin de nazifier, entre guillemets, l'autre, il faut qu'eux-mêmes, ils ne soient pas clairs, on va dire. Voilà. Bah, au départ, il s'adressait aux copains pour lesquels ça a été écrit. Moi, j'aime bien écrire pour quelqu'un. Ça m'aide. Euh, C'était intéressant parce que c'est quelqu'un qui a une vision des choses très différente de la mienne. Bon, clairement, c'est un racialiste, alors que moi, je suis un non-racialiste. Je suis, pour des raisons que j'explique dans le bouquin, je ne suis pas un antiraciste non plus. J'ai horreur de l'antiracisme. Mais clairement, je suis pas racialiste. C'est-à-dire, en tout cas, pas racialiste au sens que le mot a pris aujourd'hui. C'est-à-dire que, bah, pour dire les choses simplement, l'idée que je dois rejeter quelqu'un parce que comment dire, il n'appartient pas à la même souche ethnique que moi ou au même phénotype que moi, est une idée qui me révulse profondément parce qu'elle est conne. C'est-à-dire qu'en gros, ça veut dire que si je rencontre un abruti, timbré, taré, bête et méchant de la pire espèce, blanc, et qu'à côté il y a un mec bien carré, solide, qui se trouve être noir, je dois aller avec le blanc contre le noir. C'est con. Je veux dire, c'est débile. Donc je refuse de le faire. Bon, lui, le copain, il voyait les choses différemment. Et c'était intéressant parce que, je veux dire, en l'occurrence, lui, c'est pas du tout un cintré ni un dingue. Il a un autre point de vue. Un point de vue différent, consistant à dire que, en gros, mon point de vue à moi, de personne non racialiste, relève d'une négation des dynamiques collectives. Que quelque part, il y a une sorte presque de prétention ou de. Enfin, je m'exonère d'une réalité
qui est que il faut penser le politique, penser le social, il faut penser les choses, non pas en termes d'individus, mais en termes de lignées. Et à partir de là, en termes de groupes ethniques. Ce qui est un argument intéressant. Je veux dire, en l'occurrence, le type avec qui je parlais était un mec intelligent. Donc ça valait la peine, quoi. Voilà. Le racisme contemporain, il s'est formé progressivement en fait au XVIIIe siècle, parce que, sans entrer dans le détail de ma thèse, ce que j'essaie d'expliquer dans le bouquin, c'est que le concept même de race, tel qu'on l'entend depuis le XVIIIe siècle, avant, il n'existait pas en fait. Donc les mecs ne pouvaient pas être racistes comme on l'est aujourd'hui, parce que même le concept n'existait pas. Parce que jusqu'au XVIIe siècle, la race, ça veut dire la lignée. C'est-à-dire que c'est un concept biologique réel, charnel. À partir du XVIIIe siècle, progressivement, et c'est en fait, à mon avis, avec l'approche d'un type d'ailleurs qui lui-même n'était pas un raciste, qui était simplement quelqu'un qui voulait faire une démarche scientifique, il s'appelait Blumenbach, c'est un naturaliste allemand. C'est lui qui a, à mon avis, codifié les choses le premier, à ma connaissance, disons, dans la logique vraiment qui va donner naissance au racisme contemporain. On sort de cette idée que la race, c'est la lignée, que c'est quelque chose en quelque sorte de charnel, de factuel. Ça renvoie à la description de types, sur la base d'une description des catégories. On va inscrire les gens, on va commencer à les mettre dans des tableaux, dans des cases. Toi t'es blanc, toi t'es noir, toi t'es jaune. Ou alors on va aller mesurer leur angle facial pour décider que bon, lui là c'est un germain, lui là c'est un latin, lui là c'est un alpin ou je sais pas quoi. Enfin bon, il y a des classifications, ils en ont fait dans tous les sens d'ailleurs. Une grande partie d'entre elles sont pseudo-scientifiques en fait, elles ne sont pas réellement. Mais cette manie de classifier, de mettre les gens dans des cases, cette conception du racisme, ça émerge au XVIIIe siècle progressivement. Et pour moi, ça vient en fait, c'est une entreprise de cautionnement idéologique sur ce qui est à la base une domination de classe. C'est-à-dire que, si vous voulez, j'en parle pas dans le bouquin d'ailleurs, j'ai eu tort, parce que tout simplement, j'ai pas pensé à cet exemple-là en l'écrivant. Mais à mon avis, vraiment un parfait exemple de ça, c'est Voltaire. Voltaire qui se félicite de défendre la morale en finançant l'écrasement des missions jésuites du Paraguay. Voltaire qui explique dans La joie et la bonne humeur sa hiérarchie, alors je crois que les blancs sont au-dessus des noirs et les noirs sont au-dessus des singes ou quelque chose comme ça. Ça c'est typique. En fait, qu'est-ce que ça recouvre ? C'est le début de la haine de classe issue de la domination économique de la bourgeoisie. Cette haine de classe, elle n'a pas la même forme que la morgue aristocratique de l'ancienne classe supérieure. Parce que la morgue aristocratique, quelque part, s'appuie sur un ensemble de valeurs qui font que l'aristocrate qui prétend à la supériorité la paye symboliquement d'un certain prix qui est l'impôt du sang. Ça, voilà, c'est quelque part... on sait mourir dans ces milieux-là. Donc à partir de là, on peut revendiquer une certaine forme de supériorité. C'est l'idéologie qui rend possible, pour quelqu'un qui est de la classe supérieure aristocratique, de regarder de haut le mec, le roturier, c'est une idéologie en quelque sorte de la noblesse guerrière. Bon, la bourgeoisie n'a pas ça. Pas ça parce que, bon... Historiquement, certaines bourgeoisies ont d'ailleurs été très courageuses et ont su, comme disait Céline, se mettre devant les coffres-forts et pas derrière, ça c'est vrai, mais c'est temporaire, c'est fondamentalement la substance de la bourgeoisie, c'est pas ça. La substance de la bourgeoisie, c'est pognon et compagnie. Hein, bon. Donc il faut trouver autre chose pour justifier idéologiquement la domination. Et à mon avis, le racisme pseudo-scientifique qui a émergé à la fin du XVIIIe, début du XIXe,
il a été acheté en quelque sorte par des gens, par cette bourgeoisie qui cherchait un moyen de cautionner idéologiquement ce dont Voltaire avait commencé à dessiner l'architecture générale. Voilà. Pour moi, ça s'est fait comme ça. Si vous voulez, comme je vous disais, à mon avis, le racialisme moderne, je ne parle pas du racialisme des anciens, c'est tout à fait autre chose. Je parle du racialisme moderne, celui dont j'ai expliqué un peu là comment, à mon avis, il s'est formé. Ça suppose qu'on met les gens dans des cases. Ok ? On met les gens dans des cases, on les... Bon. L'antiracialisme, aussi, ça consiste à mettre les gens dans des cases. À ce moment-là, il n'y a plus qu'une seule case. Alors d'une certaine façon, c'est le contraire. Parce que effectivement, en principe, en théorie, en pratique c'est tout à fait autre chose, mais en théorie, les antiracialistes sont du côté de l'égalité, alors que les racialistes sont du côté de l'inégalité. En théorie toujours. En fait, on se rend compte quand on étudie que c'est très réversible. C'est-à-dire que le racialisme hystérique, délirant de Hitler peut aussi servir à égaliser symboliquement à l'intérieur du peuple allemand. Puis il peut se retourner à nouveau pour recréer des inégalités à l'intérieur du peuple allemand. C'est-à-dire que c'est complètement dialectique. Vous savez, chaque être appelle l'être contraire. C'est exactement comme ça que ça marche entre racialisme et antiracialisme. Bon. Et ça vient du fait que, bon, certes, c'est le contraire, mais en même temps, ça s'inscrit sur le même plan. C'est pour ça qu'ils partent dans des directions opposées. C'est parce que pour commencer, ils sont sur la même droite, si vous voulez. Les uns comme les autres ont du mal à admettre une idée très simple, qui est que on ne peut pas hiérarchiser entre les êtres humains. Donc on ne peut ni dire celui-là il est supérieur à celui-là, ni dire celui-là et celui-là ils sont égaux. Pas au sens où l'entendent les antiracialistes. Ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut admettre, et c'est ce que la plupart des antiracialistes contemporains idéologiques n'arrivent pas à comprendre, ce qu'il faut admettre, c'est que tout simplement, l'homme est un espace d'indétermination. C'est-à-dire que si quelqu'un sait à quoi l'être humain est prédestiné, c'est Dieu. Quiconque prétend savoir à quoi l'être humain est prédestiné se prend pour Dieu. Quiconque se prend pour Dieu est dans l'erreur. On ne peut pas savoir. Donc à partir de là, un être humain, on ne peut pas le hiérarchiser, on ne peut pas le placer sur une hiérarchie dans l'absolu. Alors après, on peut hiérarchiser sa performance. On peut certainement dire sans aucun problème que, je ne sais pas moi, Michel Drac saute moins haut que les membres de l'équipe de France de basket. C'est une certitude. Ça, il n'y a pas de discussion. Bon. Mais c'est la performance, c'est pas l'être en lui-même qu'on hiérarchise. Et on ne peut et puisqu'on ne peut pas l'hiérarchiser, on ne peut pas dire que l'un est supérieur à l'autre, mais on ne peut pas non plus dire que deux sont égaux. Et ça, c'est ce que les antiracialistes ne peuvent pas comprendre. Et c'est pour ça que leur délire se retourne régulièrement dans le délire inverse. Vous pouvez décider que vous allez exterminer un groupe parce qu'il est inférieur, que c'est une race inférieure, mais vous pouvez aussi décider que vous allez exterminer un groupe parce qu'il ne se coule pas dans la substance homogène que vous voulez fabriquer. C'est-à-dire qu'à un certain moment, c'est ce que je vous disais, ça se retourne. Ça se retourne, c'est-à-dire que si vous dites que vous voulez stigmatiser un groupe pour le rejeter, vous êtes amené à l'exterminer. Mais si vous dites que vous voulez, pour rendre impossible la stigmatisation d'un groupe, l'intégrer de force, ben là aussi vous êtes amené à le détruire. En fait, le problème, c'est que ce qui s'oppose à ce groupe que vous allez détruire, c'est pas que vous le jugiez supérieur ou vous le jugiez inférieur. C'est qu'il définit un espace d'indétermination que vous refusez. C'est là que se trouve la clé. C'est difficile à expliquer, c'est difficile à faire comprendre. Pour moi, c'est quelque chose qu'on ressent tout de suite quand on a affaire à des gens qui sont inscrits dans une idéologie. Quand vous avez des mecs qui sont inscrits dans une idéologie, au bout de si vous travaillez un peu avec eux, vous allez sentir qu'il y a en eux une pulsion de négation de l'altérité,
surtout si l'altérité est imprévisible, surtout si elle n'entre pas dans leur schéma. Et que leur idéologie, ça soit c'est tout la faute à les juifs, ou que leur idéologie, ça soit si le plan quinquennal échoue, c'est à cause des koulaks, peu importe. En fin de compte, les mecs se font repasser parce qu'ils ne sont pas dans le programme. Voilà. Le génocide vendéen, c'est au départ, c'est donc un régime qui est le régime républicain français. Donc ce régime a une idéologie, et cette idéologie a décidé qu'elle allait régénérer la France. Il y a même un révolutionnaire français, je ne sais plus comment il s'appelait, qui aurait dit « Nous régénérerons la France à notre manière ou nous l'exterminons ». C'est exactement c'est le programme, quoi. Février 1793, la Révolution est en danger. Un mois après l'exécution du roi Louis XVI, la France est en guerre pratiquement contre toute l'Europe. Guerre totale. La Convention décrète une levée de 300 000 hommes afin de renforcer les effectifs de la République. Partout en France, des paysans se révoltent contre cette levée en masse. Leurs rébellions sont matées, sauf sur la rive sud de la Loire. Le 19 mars, une semaine seulement après le début du soulèvement, l'Assemblée, on l'appelle la Convention, adopte un décret instituant la peine capitale sous 24 heures pour toute personne prise les armes à la main ou en possession d'une cocarde blanche. Ces mesures radicales ordonnées par la Convention séparent la population en deux groupes, femmes, enfants et vieillards qui seront déportés, et puis le reste qui doit être anéanti. Et on se rend compte à partir du milieu du mois d'août que c'est impossible à mettre en œuvre. Du coup, on va globaliser cette extermination et on ne fera plus jamais de distinction entre les femmes, les enfants, les vieillards et le reste de la population, y compris au plus haut niveau de l'État. Voilà, donc comment au nom des droits de l'homme, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, blablabla, les valeurs de la République, moulin à prière s'il vous plaît, bon. Comment, à la fin, on a commis ce qu'on a appelé déjà à l'époque un populicide. Voilà. Parce que c'était des gens qui ne rentraient pas dans le programme. Et qu'à un certain moment, quand vous avez affaire à des fanatiques, vous avez affaire à des gens qui vont persister dans la ligne qu'ils se sont fixés, en ayant finalement perdu de vue la réalité matérielle du but qu'ils poursuivaient. Le programme devient l'objectif en soi. Voilà. D'où les horreurs de la Vendée. Cette logique de ramener les êtres à une mesure à l'intérieur d'un programme, jusqu'à une date récente, ça pouvait surtout donner lieu à des délires criminels, certes, mais finalement, a posteriori relativement comiques, parce que je ne pense pas honnêtement que Himmler et sa bande d'ahuris, pardon les nazis, excusez-moi encore une fois, je pense pas honnêtement qu'Himmler et sa bande d'ahuris auraient réussi à fabriquer l'homme supérieur en organisant des jamborees pour scouts blonds aux yeux bleus dans les châteaux de l'ordre. Je pense que ça ne les aurait pas amenés très loin. Par contre, le même genre de bonhomme, avec les armes technologiques qui sont en train d'être construites, que le marché se donne les moyens de construire, parce que derrière tout ça, ce qu'il y a, c'est aussi des marchés qui vont justifier des investissements. Et une fois qu'on aura décidé par la GPA que la procréation est un travail, la logique du capital voudra qu'on substitue le capital au travail. C'est-à-dire que derrière la GPA, il y a l'utérus artificiel à terme. Il ne faut pas se leurrer. Et puis ça peut se combiner après avec l'ingénierie génétique. Et puis alors là, on ne sait pas ce qu'on peut faire. Bon, ouais. Effectivement, Himmler, avec ça dans les mains, game over. C'est fini. Il n'y a plus d'humanité. On met autre chose à la place. Ça peut déboucher sur plein de choses, mais en tout cas, ça peut déboucher sur la fin du principe d'humanité tel que nous le connaissions. C'est-à-dire ce principe qui veut qu'un être humain, c'est quelque chose d'inconnaissable.
Alors après, quelle forme ça peut prendre? Ça peut prendre plein de formes. Ça, je fais confiance à la nature humaine pour inventer toutes les monstruosités possibles et imaginables, hein. Mais l'une de ces formes, effectivement, pourrait être de nouvelles formes de... Alors, je ne sais pas si racisme est le mot juste. On sait plus, il n'y a même plus de mots, quoi. Mais de hiérarchisation des êtres, voilà, comme ça. Et alors, cette fois, de façon vraiment scientifique. Ouais, c'est possible. Ouais. À mon avis, ce qui empêche les choses d'être horribles, enfin, dans la mesure où on peut les en empêcher, euh, c'est la conscience des limites, si vous voulez. Et la conscience des limites, c'est d'abord la reconnaissance du fait que nous ne sommes pas des esprits, de purs esprits autonomes. Nous sommes inscrits dans la chair. Et ça passe par la reconnaissance du fait que nous sommes inscrits dans une filiation. C'est-à-dire que le paradoxe de la question raciale, c'est que quand j'arrive au bout de ma réflexion, tout en continuant à penser que j'ai absolument aucune raison d'aller vers un blanc abruti plutôt que vers un noir intelligent sous prétexte que le blanc a la même couleur de peau que moi, en même temps, je suis obligé de donner en partie raison aux copains avec qui j'étais en bisbille à l'époque. Je dis ouais, c'est vrai. Je dis ben ouais, d'une certaine façon, t'as raison. Mais d'une certaine façon seulement. Voilà. Donc il faut être modéré, pondéré. Quand on part dans un sens, il faut toujours essayer de se demander, et si je pensais le contraire, est-ce que j'aurais pas un peu raison en fait? Voilà.